Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette clôture. Je voudrais vous dire en toute simplicité qu'il me manquait, qu'il me tardait d'arriver à ces Meddays parce que, comme vous le savez, j'ai la chance d'en avoir loupé aucune édition. Je ne pouvais pas louper cette 6e édition pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que je suis largement payé pour ce que je fais et que vous comprenez, compte tenu de la crise économique, tout ce qui permet de rentrer des sous est le bienvenu. Non, mais ça, c'est pour les gens de YouTube qui vont dire qu'il est trop payé. Voilà, plaisanterie à part, je crois que ces Meddays nous donnent une occasion exceptionnelle dans cette magnifique ville de Tanger de rencontrer des personnalités de tous bords qui viennent s'intéresser à ce qui se passe dans la dimension sud-sud et de nous permettre de mieux décoder, mieux décrypter, mieux comprendre, mieux analyser ce que nous pourrons ensemble construire dans l'avenir. On va essayer de faire le tour de ces quelques sujets après ces 4 jours de travaux que vous avez eus les uns les autres. Et je voudrais remercier de sa présence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Mzoual. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de présider et d'intervenir à nos côtés dans le cadre de cette clôture. Je vais vous proposer, au menu de notre programme, 2 temps pour nous permettre de gérer cette clôture. Un premier temps, je vais proposer une discussion avec le ministre qui, évidemment, nous a rejoint juste à l'heure, mais il fallait qu'il ait quelques discussions avec quelques-uns de nos invités, chose utile. Et ensuite, nous irons à la déclaration de Tanger, comme c'est la coutume dans le cadre des Meddays. Monsieur le ministre, on va vous donner ce micro. D'abord, comment vous portez-vous un samedi soir? Très bien. Bon. J'ai fait du sport à 6 h du matin, ça m'a requinqué et je suis en forme. C'est très utile. Alors, on va faire le tour d'un certain nombre de questions. J'en ai préparé quelques-unes. La technologie permet aujourd'hui de prendre des notes sur son smartphone. J'aimerais commencer d'abord par dire, puisque vous êtes fraîchement ministre des Affaires étrangères au Maroc, vous êtes un homme qui vient du monde économique, quelle place a l'économie dans la manière avec laquelle vous voulez conduire les activités diplomatiques? Bien, d'abord, bonsoir tout le monde. Je suis naturellement très heureux d'être parmi vous pour cette séance de clôture. Je tiens à féliciter Brahim et toute l'équipe de Meddays pour le magnifique travail qu'ils sont en train de faire et pour cette opportunité qu'ils offrent à tout le monde de partager des moments d'exception, de débat, de réflexion sur les questions qui intéressent notre région et qui intéressent le monde. Je suis très heureux de revoir quelques visages amis, mais aussi beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants que j'ai eu le plaisir également de rencontrer l'an dernier à l'occasion des Meddays 2012. Bien, alors pour quelqu'un qui vient du monde de l'économie, au monde de la diplomatie, disons, la transition est vite faite, parce que nous sommes dans un monde où les questions économiques, où l'économique prend un rôle important dans la diplomatie et dans les relations entre les États. Plus on est capable de construire autour d'intérêts économiques partagés, plus les relations sont solides et plus la possibilité également de créer les conditions d'une meilleure connaissance, d'un meilleur échange sur la base de choses concrètes, parce qu'il n'y a pas plus concret que l'économique. Je pense que c'est un aspect aujourd'hui qui devient fondamental dans les relations internationales. La dernière lettre de Sa Majesté adressée aux ambassadeurs a beaucoup insisté sur ce volet-là. Et donc, en arrivant à la tête de ce ministère, mon message était clair. Naturellement, il y a la continuité sur les choix des relations internationales du Maroc, ses fondements, ses principes, mais également cette ambition d'enrichir cette démarche déjà riche, l'enrichir encore plus par cette dimension, disons, de la diplomatie économique. Est-ce qu'il y a des axes particuliers que vous mettez de manière concrète au cœur de cette diplomatie économique?
Alors, il y a naturellement les questions du renforcement des liens avec un certain nombre d'espaces. Nous sommes dans un monde globalisé, nous sommes dans un monde où les relations économiques, les relations de partenariat, les accords sont importants. Le Maroc en a pas mal. Il y a d'autres espaces qui doivent être intégrés dans notre ambition par rapport à ce monde qui est en train de changer, à cette reconfiguration, cette recomposition qui est en train de se faire. Le Maroc doit continuer dans sa voie. Je pense au Mercosur, je pense au Canada, je pense naturellement à la nécessité de faire aboutir l'accord avec l'UMOA et avec le centre de l'Afrique. Il y a la Chine, qui est un acteur fondamental et avec lequel il faut construire des partenariats économiques ambitieux, connaissant le rôle que la Chine joue aujourd'hui sur le continent africain et la rapidité avec laquelle sa présence est en train de se renforcer. C'est un acteur de toutes les manières qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. C'est l'acteur majeur de demain. Et en tant qu'acteur majeur de demain, on ne peut pas en tant que pays évacuer ou ignorer l'importance de construire quelque chose de structuré, de solide, et avec des ambitions partagées sur un continent en croissance, sur un continent d'avenir qui est celui de l'Afrique. Naturellement, l'intégration économique avec l'Europe, la dimension de la Méditerranée, c'est autant d'enjeux stratégique pour le Maroc. Le Maroc se veut une plateforme entre l'Europe, la Méditerranée, l'Afrique, le Moyen-Orient. Et quand on a cette ambition de plateforme, quand on a cette ambition de hub, il faut être capable de construire et de structurer pour que tout le puzzle soit bien posé et bien construit. C'est cela sur lequel j'essayerai d'apporter ma modeste contribution. Je voudrais faire la transition, puisque vous me tendez la perche, au sujet de l'Afrique et aller vers des sujets peut-être à enjeux plus forts. Je voudrais aller vers le Sahel. Il y a une distinction qui a été remise en termes de reconnaissance pour le travail qui a été fait par l'ancien président du Mali, une période particulière. Et je crois que ce genre de démarche de la part de personnalités comme ça en Afrique sont importantes. Elles présentent une symbolique forte de construction démocratique. J'aimerais vous demander, en ce qui concerne le Sahel, quelle approche il faut avoir vue du ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc aujourd'hui? D'abord, il y a des questions d'urgence. La question d'urgence, c'est de sécuriser les frontières. Pour cela, il y a une prise de conscience. Quand le Maroc parlait des risques d'instabilité au niveau du Sahel, il y a encore 3 ou 4 ans, beaucoup pensaient que le Maroc insistait sur cet aspect-là parce qu'il y a la question nationale et la question du Sahara. La communauté internationale s'est rendue compte que c'est une question sérieuse. C'est une affaire sérieuse parce que l'incapacité des États à maîtriser et à sécuriser les frontières, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, c'est pour des raisons tout simplement d'étendue des frontières et de moyens technologiques et humains. Tout le monde s'est rendu compte qu'il faut agir parce que les groupes armés, parce que les trafics d'êtres humains, les trafics de drogue, les trafics d'armes proliféraient et cherchent naturellement les endroits dans lesquels ils peuvent proliférer. Il y a une prise de conscience, donc il y a une obligation et aussi un engagement qui est pris aujourd'hui pour que tout le monde travaille sur la sécurisation des frontières. Échange d'informations, formation des militaires, soutien technologique, et j'en passe. Donc, prise de conscience, priorité, sécuriser les frontières, et je crois que sur cela,
tout le monde est d'accord. La dernière réunion qu'on a eue il y a 2 jours à Rabat, sur la sécurité des frontières, on est sorti avec des résolutions concrètes, et ce n'est pas évident dans ce type de rencontres et de conférences de sortir avec des mesures concrètes. Je pense que ça traduit la maturité et la prise de conscience. Il y a d'autres dimensions qui sont développées par le Maroc et qui aujourd'hui sont intégrées au niveau de la démarche que les Nations Unies sont en train de suivre. La démonstration a été faite à Bamako le 5 de ce mois. Le Maroc agit sur 3 dimensions, je dirais même 4. La première, naturellement, c'est la sécurité. La deuxième dimension, c'est la dimension culturelle et cultuelle. Observez avec moi la présence de Sa Majesté au Mali et l'impact qu'elle a eu sur les populations et sur, naturellement, toutes les confréries religieuses, pour la simple raison que l'approche culturelle du Maroc est une approche de modération, c'est une approche de tolérance, c'est une approche d'ouverture, et ces approches-là sont de plus en plus naturellement appréciées, mais surtout on mesure combien, dans ces temps de turbulence religieuse au niveau de la région, de l'extrémisme qui se développe, combien l'approche marocaine en matière de la religion est une approche efficace et une approche qui aide les populations à intégrer ces dimensions avec la modernité, avec l'évolution du monde. L'autre dimension est les dimensions naturellement de développement et des questions de développement. On ne peut pas sécuriser, on ne peut pas stabiliser, on ne peut pas permettre aux populations d'être recentrées sur leur devenir et sur leurs problématiques sans des mesures concrètes en matière de choix de développement et en matière d'investissement. Je crois que c'est une dimension sur laquelle, en tout cas, le Maroc fait la démonstration. Nous sommes le 2e investisseur en Afrique, avec plus de 2 milliards de dollars sur les 5 dernières années, dans des secteurs qui touchent directement les populations, mais aussi qui génèrent de la valeur et qui créent de la richesse au niveau des pays dans lesquels on intervient. Il y a naturellement l'autre dimension qui est fondamentale, c'est celle du développement humain. Le Maroc a développé une expérience reconnue aujourd'hui comme étant une expérience pilote, l'INDH, activité génératrice de revenus, ciblage des populations, des enclavements des populations, actions au niveau sanitaire, au niveau éducatif. C'est autant de choses dont les populations africaines sont très sensibles et sont en attente. Donc ces multiples dimensions dans l'approche de la sécurisation, mais aussi dans l'approche du maintien de la paix au niveau de la région, du développement, de la croissance, du développement inclusif. Je crois que ces dimensions aujourd'hui s'imposent. Nous l'avons constaté, en tout cas lors de la réunion de Bamako, dans laquelle le Maroc a été très actif au sein des Nations Unies pour développer cette approche qui devient de plus en plus une approche reconnue comme étant celle que, dans le cadre de l'accompagnement de ces pays et dans le cadre de l'accompagnement de ces populations, il est opportun de suivre, il est important de mettre en œuvre. Vous évoquiez je vais revenir, permettez-moi de vous relancer sur 2 sujets. D'abord la dimension culturelle et cultuelle, avec les spécificités du Maroc, avec, j'ai cru comprendre dans vos propos, une certaine forme de partage de valeurs. Est-ce qu'il y a des actions particulières, un appui particulier, un flux? Parce que pour partager des valeurs, moi j'ai le sentiment qu'il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui se déplacent, qui se rencontrent, qui travaillent, qui discutent, qui échangent, imaginent. Écoutez, le Maroc s'est engagé déjà à former 500 imams. Et je crois que vous avez raison d'insister sur les valeurs et le partage des valeurs. Le Maroc s'engage également à accompagner dans la formation dans différents domaines. Ceci est un facteur, disons, de rapprochement, mais également de convergence. Et les valeurs que porte le Maroc, ils sont les valeurs de la tolérance, de l'ouverture, du dialogue, de la paix, l'adhésion aux valeurs universelles
et c'est fondamental dans l'ère où on se trouve aujourd'hui, dans le monde où on se trouve aujourd'hui, la démocratie, les libertés, les droits de l'homme, la femme, la place de la femme dans la société, c'est autant de valeurs d'abord qui structurent le pays, qui font que le pays est ce qu'il est, qui font que le pays ne dérive pas et ne va pas vers les extrêmes. Ces valeurs-là sont portées dans notre diplomatie, mais sont portées également par les femmes et les hommes qui sont impliqués et convaincus de la nécessité d'élargir le partage de ces valeurs avec des pays frères et amis comme les pays africains. Donc le Maroc est engagé par des actes. On n'est pas un pays qui parle. Quand on voit ce qui se fait sur le plan humanitaire, et on sait combien Sa Majesté est sensible à cette dimension humanitaire. Là où il va, là où il y a des problèmes, il y a toujours des hôpitaux militaires qui se déplacent. Ça touche directement les populations. On est engagé sur quelque chose qui est fondamental pour les populations africaines et qui stabilise les populations africaines et les aide à créer leur propre richesse. C'est tout ce qui est en relation avec l'agriculture, le développement, la formation, la distribution. C'est autant de choses dans lesquelles nous agissons et nous faisons de sorte que notre action soit une action qui porte et qui apporte quelque chose pour les populations. Naturellement, il y a les relations au niveau des États, mais souvent, on oublie que dans ces relations avec les autres pays, et particulièrement avec les pays africains, il y a la dimension population qui est fondamentale, et c'est cette approche que développe Sa Majesté qui a un impact concret et visible au niveau des populations. J'aimerais revenir au développement économique, et on parlait de la région du Sahel il y a quelques instants, on élargira tout à l'heure à l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut utiliser, je ne sais pas, nos accords de libre-échange avec les États-Unis, nos accords de partenariat avec l'Union européenne, pour créer du développement, mais j'ai envie de dire avec la jlaba marocaine, avec notre humilité, comment on sait le faire, nous partager, mais avec nos réalités, la main dans la main, avec nos amis de la région, pour créer de la richesse ensemble. Parce que vous avez parlé de développement économique, moi j'ai envie de dire comment est-ce que certains opérateurs qui sont parmi nous pourraient demain aller commencer à travailler au-delà des investissements des grands groupes, etc. Écoutez, je vais quand même les grands groupes ont fait la démonstration de leur capacité à s'adapter aux réalités. Je vais vous donner l'exemple du secteur bancaire. Quand les banques marocaines se sont installées dans les pays africains, quand on voit comment les autres banques historiques se sont comportées, elles s'adressaient essentiellement aux grandes entreprises, aux grands business. Ces banques se sont intéressées à la bancarisation des populations et à la facilitation de crédit pour les populations. Ce qui fait que leur capacité de développement de réseau et de collecte de l'épargne s'est faite d'une manière très accélérée et naturellement les populations ont apprécié. Dites-moi une banque internationale capable d'aller dans un souk hebdomadaire, ouvrir une tente ou n'importe quoi pour être en relation avec ceux qui commercent au sein de ce petit marché traditionnel, etc. C'est pour vous dire que plus on est capable de s'adapter aux réalités, plus on est capable d'apporter de la valeur, pas pour soi uniquement, mais pour les autres. Parce que c'est les autres et leur développement qui vous apportent de la valeur. Et plus vous leur apportez de la valeur, plus il y a un retour sur investissement. Idem pour les télécoms. Il y a eu un effort considérable qui a été fait. Sur le logement social, on a développé une expérience magnifique, il la partage. Et c'est autant de démarches qui confirment que notre manière d'aborder les réalités, et c'est là où le rôle d'un pays comme le Maroc, qui a expérimenté sur les 10-15 dernières années un modèle de développement avec des résolutions de problèmes qu'il a été capable de développer par ses propres compétences, naturellement avec l'aide de ses partenaires, mais c'est nos compétences qui ont été en mesure de développer ces expériences et de mettre en place des solutions à nos réalités
Comme les réalités sont proches de celles des pays africains, notre démarche a un impact direct parce qu'elle est réelle, elle est concrète. N'importe quelle PME aujourd'hui marocaine qui irait, et j'en ai vu, moi-même j'étais opérateur dans le secteur privé avant d'être ministre, et j'avais fait de la Côte d'Ivoire une plateforme de distribution de produits dans lesquels je travaillais et qui rayonnait sur 17 pays. Et c'était en direct avec les commerçants, ces mêmes commerçants qui se déplaçaient avec des sacs d'euros ou de francs français à l'époque pour pouvoir commercer dans différents pays en prenant des risques. Donc c'est pour vous dire qu'il y a moyen aujourd'hui de faire de ce partenariat, comme le dit toujours Sa Majesté, un partenariat gagnant-gagnant. Il faut apporter du concret, être en mesure de penser aux autres et pas uniquement à soi. C'est parce qu'en pensant aux autres qu'il y a véritablement un retour positif sur les différents domaines. Et les domaines de coopération et d'investissement au niveau des pays africains sont énormes. J'en parle souvent avec beaucoup d'opérateurs marocains, mais j'en parle aussi dans le cadre des partenariats triangulaires. C'est ce qu'on dit. Le Maroc peut offrir cette plateforme de partenariat triangulaire avec l'Afrique parce que justement, le grand problème que j'ai constaté personnellement quand j'étais ministre des Finances dans mes relations avec les autres, c'est que les organisations internationales, les banques viennent avec de magnifiques projets, mais la capacité de les mettre en œuvre sur le terrain pose problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet interlocuteur capable d'accompagner et de mettre en œuvre ces recommandations ou ces moyens ou ces mesures qui sont préconisées. Le Maroc peut jouer ce rôle, il a l'ambition de jouer ce rôle et on est en train de faire la démonstration. Toute dernière question en ce qui concerne le Sahel. Le cadre de discussion formel 5+5, c'est une machine qui se met en marche? Écoutez, 5+5 est un forum de rencontres qui a l'air de bien fonctionner. La dimension méditerranéenne est prise sérieusement en compte. Comme je dis toujours, et j'étais toujours parmi ceux qui militaient pour une intégration euro-méditerranéenne beaucoup plus poussée, l'évolution du contexte mondial, des perturbations qu'il y a aujourd'hui, de la nouvelle configuration de la compétition mondiale, confirme que c'est la voie à suivre. Donc être capable aujourd'hui de mettre en relation l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique dans une ambition d'intégration ou de forme d'intégration a du sens. Parce que la compétition de demain est une compétition où la loi du nombre va devenir importante. Il y a la Chine, 1,3 milliard, l'Inde avec ses 1,3 milliard, les blocs qui sont en train de se constituer, le Mercosur, c'est 4 aujourd'hui, mais ça ne sera pas 4 demain. L'Asie qui s'est organisée avec des blocs qui sont en train de se constituer. Donc l'Europe, avec ses 500 millions, va apparaître comme étant un acteur moyen demain. Et donc, la logique va vers cela. Et il est fondamental de construire sur la base de ce que sera le monde demain, et c'est naturel, qu'il y ait un prolongement euro-méditerranéen, construire ce prolongement euro-méditerranéen et ensuite l'ouvrir et ouvrir les perspectives sur cette profondeur africaine. Merci pour ces réponses, Sadim Zouane, ministre des Affaires étrangères. J'aimerais poursuivre avec vous, j'ai quelques d'autres sujets. Et j'aimerais profiter, puisqu'on a cette chance de vous avoir. C'est une des rares sorties que vous faites, sinon la première sous cette forme. Donc je vais aller fouiner un peu plus loin. Ouais, j'aimerais qu'on parle d'un pays qui me tient beaucoup à cœur, qui m'interpelle. C'est la Tunisie. J'aimerais d'abord que vous me disiez comment vous voyez l'évolution de cette feuille de route dans le cadre du dialogue qui est en train de se faire et quel type d'appui ou de posture on doit avoir. Bien, alors je pense que la Tunisie, comparée à d'autres pays de la région, a la possibilité de s'en sortir. Il est vrai qu'il y a encore un problème de maturité des acteurs pour des questions de vécu historique. Mais
tout le monde est conscient, en tout cas les acteurs politiques principaux sont conscients aujourd'hui qu'il faut trouver une forme de transition nouvelle, capable de préparer une constitution, parce qu'un pays qui fonctionne sans constitution, il est difficile de demander aux acteurs politiques de trouver un arrangement entre eux. Il faut d'abord construire ce qu'il faut construire, la base, l'essentiel. Et ensuite permettre aux acteurs de s'organiser pour qu'il y ait des élections sur la base d'une constitution. Je pense que les acteurs sont d'accord sur une personnalité. Mais on peut se mettre d'accord sur une personnalité, mais après le jeu politique des acteurs diffère. Naturellement, il y a un parti qui domine la scène politique et qui a envie de garder la main. Mais on ne peut pas garder la main et en même temps vouloir trouver des solutions. Il y a des concessions à faire, et des concessions sérieuses à faire. Et je pense que plus le temps passe, plus l'asphyxie économique aidant, parce que les investissements sont arrêtés, les comptes de l'État battent de l'aile, et donc c'est soit la solution, soit le chaos. Et je pense que les acteurs de temps aidant vont finir par trouver un accord sur une personnalité qui gérera, comme ils disent, une transition de 6 mois pour finaliser la Constitution et préparer les élections. Mais je reste quand même optimiste parce qu'il y a une société civile très mature, très moderne, une société civile capable de sortir dans la rue et de se battre pour la démocratie et la liberté. C'est pour moi un garant, en l'absence d'un État solide, c'est un garant pour que la solution politique soit trouvée en Tunisie. Merci. En vous écoutant en parlant de la Tunisie, dans cette société civile, moi je vois, et je sais par tradition, beaucoup de femmes qui portent les choses avec beaucoup de ferveur. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier ce que les Tunisiennes portent en leur pays. C'est vrai. C'est très vrai. J'aimerais, tant que nous sommes dans le monde arabe, naviguer un peu plus loin et aller vers la Syrie. Après ces discussions, quel regard vous portez sur la situation ? Bien, alors, c'est une tragédie naturellement. Quand il y a les armes, quand il y a des morts, quand il y a des réfugiés, c'est jamais une situation agréable. La dernière réunion qu'on a eue en Égypte, il y a une dizaine de jours, je pense qu'on a avancé parce que l'opposition a accepté le principe de Genève 2. Dans la résolution qui est sortie, il n'est pas fait mention au fait que exclut tout dialogue avec les représentants du régime en place, etc., tel que c'était précisé au départ. Je pense que c'est une bonne évolution. Le Maroc considère que Genève 2 doit être le début de la solution politique. Parce que si on va à Genève 2, en se disant chacun va garder ses positions avec l'intransigeance, etc., on va se retrouver avec Genève 2, Genève 3, Genève 4, Genève 5, Genève 6, Genève 7, et naturellement, une situation qui se complique sur le terrain. C'est toujours difficile de négocier quand il y a les armes. Mais il faut que la communauté internationale, et c'est là son rôle, accompagne les acteurs dans le dialogue. Le Maroc a toujours préconisé le dialogue. Le Maroc a toujours poussé les acteurs en conflit vers le dialogue parce que seul le dialogue peut créer le mouvement. C'est ce que je dis. Le fait qu'ils se mettent autour d'une table, c'est le début du mouvement. Et quand on crée le mouvement, on arrive toujours à trouver un arrangement et une situation parce que le début, et je l'ai testé moi-même, je viens de rentrer dans un gouvernement que j'ai combattu. Les premières réunions étaient tendues parce qu'on avait des comptes à régler, un passif à régler. Beaucoup de sport. Beaucoup de sport, naturellement. Et c'est ce qui se passera entre ces acteurs-là. Il y aura un passif à régler entre eux. Et une fois le passif réglé, je pense que, avec le rôle que jouera la communauté internationale, pour
toujours maintenir le dialogue entre les acteurs, je pense que ce pays finira par s'en sortir, sinon ça va être un élément d'implosion régionale terrible. Et tout le monde en est conscient. La Syrie, c'est pas rien. La Syrie, c'est compliqué. Et donc, tout le monde ayant pris conscience de la difficulté, les deux principaux acteurs aujourd'hui mondiaux, qui sont les États-Unis et la Russie, pilotant cette démarche, je pense qu'on finira par trouver, ils finiront en tout cas par trouver une solution. Maintenant, si l'opposition continue à exiger le départ de Assad, c'est son droit de le faire. Mais après, avec qui négocier? C'est ce que posent les Russes. Les Russes, ils te disent, oui, c'est bien, mais avec qui ils vont négocier? Pour négocier, il faut qu'il y ait deux parties. Et il faut aider donc, en tout cas, à ce que Genève 2 se passe, ait lieu, et qu'après, ils puissent initier véritablement, en tout cas, une feuille de route de dialogue qui pourra conduire à une solution politique. Merci. Je voudrais passer à un dernier sujet qui sera notre sujet de conclusion. Le Maroc, alors je vais le faire en plusieurs questions. Le Maroc est-il devenu une terre d'immigration? Écoutez, naturellement, c'est un constat aujourd'hui qui est fait. Le Maroc n'est plus un pays de transit, c'est aussi un pays d'immigration. C'est normal, c'est un pays en croissance, c'est un pays où il y a des opportunités pour les jeunes, c'est un pays qui est ouvert sur son environnement, c'est un pays qui a fait de l'Afrique un choix en termes de partenariat stratégique, donc c'est normal qu'il y ait de l'immigration au Maroc. Mais je voudrais insister sur le fait que la mesure qui a été décidée par Sa Majesté d'intégrer, de régulariser entre 25 et 30 000 immigrants qui se trouvent sur le territoire national. Qui sont clandestins. Et qui sont clandestins, a plusieurs significations. Un moment où l'Europe se barricade. Un moment où l'Europe se barricade. Où nous assistons à des drames comme Lampedusa. Oui. Le Maroc passe deux messages fondamentaux. Le premier, c'est celui de la solidarité. Le deuxième, c'est celui de l'humanité, l'humanisme. Et je crois que nous sommes dans un contexte où il faut intégrer ces dimensions-là parce qu'il s'agit d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui vivent des drames. Et donc l'Europe a une responsabilité vis-à-vis de ces populations, vis-à-vis de cette immigration qu'elle doit gérer, pas en se barricadant, parce qu'on ne règle rien en se barricadant, mais en appuyant encore plus les mesures de stabilisation de population, mais aussi d'accompagnement de ceux, en tout cas, qui vont continuer à immigrer. Le Maroc veut assumer son rôle, il veut assumer ses engagements. Cette régularisation va se faire durant l'année 2014. On a pris les meilleurs standards et les meilleures pratiques qui existent partout. C'est ce que nous avons mis en place. Et avec la sécurisation des gens. C'est la première expérience du Maroc. On apprendra. Mais on a veillé à ce qu'il n'y ait pas de dispositions qui soient mises qui peuvent inquiéter. Je vous donne un exemple. Celui qui veut régulariser la situation ne s'adressera pas à un commissariat. Oui. Parce que si on lui dit d'aller dans un commissariat, il va se dire, bon, si je vais dans un commissariat, on va me garder, on va me... Donc on a utilisé les gouverneurs, les walis, etc. pour créer les structures d'accueil. Et j'en passe, d'autres mesures aussi. Mais tout ça pour dire qu'il y a des messages à travers ceux-là que nous voulons passer, mais en même temps, nous avons compris que c'est un flux qui va continuer, que le Maroc doit s'organiser pour pouvoir intégrer le flux d'immigrants qui arrivent, tout en veillant naturellement à assumer sa responsabilité par rapport à l'immigration clandestine, combattre l'immigration clandestine, respecter nos engagements vis-à-vis de l'Europe, mais aussi impliquer l'Europe en termes de responsabilité
par rapport à un flux de toutes les manières qui est là, compte tenu des drames que nous voyons autour de nous, compte tenu des difficultés, des problèmes d'insécurité qui existent autour de nous. C'est normal que des jeunes, des femmes, des enfants se déplacent vers là où ils pensent pouvoir trouver un espace de paix. Vous annoncez, si j'ai bien entendu, Monsieur le ministre, 25 à 30 000 personnes qui vont être régularisées. En majorité, ce sont nos co-continentaux d'Afrique. Y a-t-il aussi des Européens en situation clandestine? De toutes les manières, quand on prend une décision ou une disposition de cette nature, naturellement, elle est ouverte. Il y a aussi des Irakiens, il y a des Syriens, il y a quelques Européens qui sont aussi là et qui, naturellement, vont bénéficier de la régularisation. C'est naturellement quelque chose que nous allons faire avec sans distinction, en tout cas. Ce que je dois retenir dans la manière dont vous le traitez, une notion de sérénité dans cette opération? Beaucoup de sérénité, mais naturellement, c'est une mesure qui a été très appréciée. Beaucoup de pays se sont proposés pour nous accompagner dans cette expérience. L'Espagne a une expérience très développée, très avancée. Elle a fait 3 grandes opérations récemment, donc ils ont développé aussi, se sont proposés pour aider. La France, naturellement, qui est notre partenaire, s'est proposée pour mettre en place sa propre expérience. L'Union européenne l'a manifesté. Donc je pense que c'est pris avec la sérénité, mais aussi avec le sérieux que cela représente. Nous voulons réussir cette opération. Salah Mzouar, je voudrais vous remercier d'être revenu au MEDDES cette année en qualité de ministre des Affaires étrangères, d'avoir partagé avec nous et avec l'ensemble des participants à cette clôture des MEDDES 2013 votre point de vue sur des sujets majeurs. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est toujours agréable d'interviewer un ministre sans papier. En tout cas, lui, sans papier, moi avec les miens, mais c'est normal, il a une longueur d'avance.